Très ravi de vous savoir nombreux à nous suivre sur la télé du 21e siècle. Bienvenue dans cette autre représentation de l'émission, notamment Starcom. Starcom, vous le savez, c'est l'émission qui vous aide à mieux comprendre les dessous de l'actualité sociopolitique de la Guinée. Ceci pour vous permettre de prendre position sur ces sujets de l'actualité guinéenne à toute responsabilité. Aujourd'hui, nous parlons de la gouvernance d'Alpha Condé. Il faut rappeler quand même que sous la présidence du président Alpha Condé, les membres du gouvernement guinéen étaient en séminaire gouvernemental ce vendredi dernier à Conakry. Monsieur Augustin Mata Bonio Mabon, ancien Premier ministre notamment de la RDC, était le conférencier de cette rencontre initiée pour notamment expliquer le concept de gouverner autrement aux ministres qui devraient s'y conformer dans la mise en œuvre de leur feuille de route en perspective notamment de développement annoncé par le chef de l'État. Il faut rappeler également que cette rencontre ce thème également sera suivi par l'actualité politique qu'on va également aborder dans cette émission avec notamment les avocats des opposants au troisième mandat qui sont détenus à la maison centrale, empêchés de voir leurs notamment clients, mais aussi nous parlerons du chef de file de l'opposition qui a remis un mémorandum au président Alpha Condé pour en savoir notamment sur tout ce qui passe en ce qui concerne notamment le décryptage de ces différents thèmes inscrits à l'ordre du jour de cette émission dans l'émission Starcom. La réponse à tout ça, ça sera juste après cette courte transition. Merci de nous renouveler votre confiance et considération à la télé du 21e siècle et à cette émission Starcom. Aujourd'hui, pour notre invité plateau, on reçoit pour vous l'honorable Sékou Gouressi Condé. Je rappelle qu'il est le président de Alliance pour le Renouveau National Arena et président de la commission éducation de la 9e législature guinéenne. Monsieur le Président, tout le plaisir pour moi de vous recevoir dans l'émission Starcom pour la deuxième fois. Certainement, la deuxième fois. Merci également d'accepter notre invitation. Oui, merci M. Barry, merci de l'invitation. C'est un plaisir. Alors, il faut dire quand même que je ressens aujourd'hui, pendant que l'actualité guinéenne reste un peu marquée par cette fête internationale qu'on ne peut pas passer de côté, en ce qui concerne notamment les droits, la journée internationale dédiée aux femmes. Alors, vous qui avez quand même roulé votre boss dans plusieurs conflits en Afrique à travers International Crisis Group, aujourd'hui, quel est l'état des lieux qu'on peut se faire aujourd'hui de la question du respect des droits accordés à la femme en Guinée? Je voudrais d'abord féliciter le monde féminin, le genre, la femme, pour tout ce que la femme représente dans nos sociétés, au sein de l'humanité et dans nos familles respectives. Moi, je pense que fêter une femme, fêter la femme, la journée mondiale de la femme, tel que cela a été finalement consacré par les Nations Unies en 1977, est un droit qu'il faut amplifier, consolider et développer davantage. Ouais. La femme est le soubassement de la société, la femme est le témoin et actrice du développement et de l'évolution de la société. L'humanité a... Les sociétés ont tardé à reconnaître cette valeur-là. Et je pense que c'est la cause, c'est la seule explication au sous-développement, aux guerres, aux grandes guerres, aux conflits, aux malentendus et au retard dans la cohésion, dans l'équilibre des sociétés. Le rôle et la place qu'on accorde à la femme et à la vie de la femme et au rôle de la femme a une interaction, une influence directe sur l'équilibre et la stabilité de cette société. Justement. Le vote de la femme a été accordé en 1944, que les hommes, c'est déjà le 19e siècle, depuis le 1848. Donc, les droits de la femme n'ont pas été accordés. C'est de haute lutte par les femmes. Et en ce qui concerne la Guinée, il faut se féliciter du rôle que les femmes ont joué d'abord dans la lutte pour l'indépendance de la Guinée
et pour l'émancipation de la femme africaine et l'émancipation de la société africaine. Voilà, c'est tout ce qu'on pouvait dire, hein, parce que actualité oblige, hein, c'est nos moments, elles sont également des actrices du développement. Alors on va ouvrir la boîte à Pandore des thèmes inscrits à l'ordre de notre émission. On va parler notamment de ce slogan « Gouverner autrement » du président Alpha Condé. Après son adresse à la nation, le chef de l'État a trouvé utile d'organiser un séminaire à l'intention des membres du gouvernement pour s'approprier du concept de gouverner autrement afin que ça soit matérialisé dans les différents portefeuilles ministériels. Vous qui avez occupé quand même de hautes fonctions dans ce pays, est-ce que ça en vaut la peine qu'un chef d'État aille jusqu'à organiser un séminaire pour notamment à l'intention de ses ministres afin de matérialiser sa politique? Oui, incontestablement, c'est toujours une bonne chose. Trop de pédagogie ne nuit pas. Le concept a été lancé par le président. Il est important que ses collaborateurs directs, c'est-à-dire que le gouvernement de la République, s'approprie le concept et son contenu pour une mise en œuvre efficiente, adéquate et compréhensible. Donc, le président de la République a un concept, il explique à ses collaborateurs, ils étudient ensemble à travers un atelier ou un séminaire le même concept. On a vu l'ancien Premier ministre notamment de la RDC qui était notamment le maître conférencier. Tant mieux, et je pense que l'expérience compte. Et de ce point de vue, j'espère que les ministres feront œuvre utile en transmettant, en reproduisant, en reconduisant ce qu'ils ont appris au cours des années précédentes. Et pendant ce séminaire, pour que les populations, finalement, puissent se faire une idée de ce que le gouvernement a envie de faire et quels sont les moyens que le gouvernement a pour le faire, avec quel espace d'harmonie, quel équilibre le gouvernement a, comment la structure fonctionne, et pour que les populations soient soulagées en disant « nous nous sommes compris » ou bien « nous nous comprenons ». Parce qu'il y a un fossé à ce niveau. Alors est-ce que quand même, il y a cette question, parce que moi je me dis, hein, quand même, vous avez eu la chance de vivre un peu les régimes qui sont succédés en Guinée. Alors est-ce que on ne peut pas dire aujourd'hui que le chef de l'État est dans l'explicative? Parce que le concept de gouvernement autrement, il y en a plus d'actions. Mais aujourd'hui, si vous mettez la réalité des actions posées sur le terrain, d'abord l'ossature du gouvernement, le nombre pléthorique des membres du gouvernement, on estime, parce que voilà, chaque pays a sa politique, mais également la reconduction de certains ministres qu'on estime quand même qu'ils ne devraient pas être reconduits au regard notamment des affaires courantes qui les accablent, même si ce n'est pas encore une réalité révélée par la justice guinéenne. Est-ce qu'on peut dire que le président Alpha Condé est en adéquation avec l'esprit du gouvernement autrement et les faits et gestes en termes de signaux donnés sur le terrain? Oui, ma foi, tout est question du regard qu'on porte sur la question posée. Il se passe que l'observateur guinéen regarde beaucoup plus les hommes que les faits. Oui. C'est-à-dire que le président de la République est réélu, il est investi, il nomme son Premier ministre, ils forment ensemble le gouvernement et il lance le nouveau concept, c'est-à-dire un concept d'appel. Il donne un rendez-vous à son gouvernement et à son peuple pour dire, cette fois-ci, il en sera ainsi. Donc, nous avons besoin d'accepter patiemment la mise en place, c'est-à-dire que le démarrage donc, de ce programme, de ce projet de société. Est-ce que ça ne devrait pas se matérialiser les signaux en termes d'abord même de l'ossature gouvernementale? Oui, écoutez, moi j'estime quand même que le nombre du ministre pour un pays comme la Guinée, on a 48 ministres. Écoutez, c'est quand même un peu budget d'effort. Mais ça c'est une autre question. C'est-à-dire que le nombre de ministres, la structure du gouvernement, la composition du gouvernement relève de l'autorité et des pouvoirs discrétionnaires du président de la République. C'est-à-dire qu'il nomme son Premier ministre et normalement, avec son Premier ministre, il compose le gouvernement en fonction des priorités et en fonction de la demande, c'est-à-dire qu'ils reçoivent ou qu'ils entendent. Donc, la question n'est pas de savoir combien il y a et combien ça va coûter. La question est de savoir, puisqu'ils ont ça, qu'est-ce qu'ils vont nous proposer par rapport à ça? Et ce sont ces résultats-là que nous devons attendre
Et moi, je dis, gouverner autrement, pour ma part, se résume à deux choses. C'est-à-dire que la corruption des valeurs, je ne dis pas la corruption seulement, elle n'est pas seulement financière. Justement, oui. La corruption des valeurs, c'est tout ce que nous avons compris, tout ce que nous avons étudié ou appris dans nos familles en termes d'éducation, dans les écoles, et dans la société courante, comme le respect de l'autre, le bon voisinage, le vivre ensemble, la justice, la gentillesse, le respect. Et je ne vole pas, je ne triche pas, je ne serai pas violent, je ne mentirai pas. Ça, c'est des valeurs qui ont presque disparu. La recherche du travail par l'effort personnel. Nous sommes dans une situation d'argent facile, de réussite facile. Alors, lorsqu'on dit gouverner autrement, c'est justement de modifier cette tendance de la société, c'est-à-dire que faire un toilettage des mentalités et des comportements pour que la corruption des valeurs et la corruption tout court puisse être remplacée par une sorte de cérémonie, d'harmonie qu'on appelle la conscience nationale. C'est-à-dire qu'il y ait des choses qu'on dise, le Guinéen ne fera pas ça. Le Guinéen fera ça. Si on fait ça, ça c'est très guinéen. Et que ces choses-là soient de très bonnes choses. Justement, sur cet engagement citoyen, on a vu quand même le président de la République en faire une priorité dans une de ses sorties. Mais quand même, le gouverneur autrement rime également avec des discours parfois jugés par certains polémiques du chef de l'État. Il y a également des actions entreprises sur le terrain comme l'opération de déguerpissement qui a assez d'effets aujourd'hui sur certains citoyens. Alors, quel est votre regard sur d'abord ce qu'on pourrait appeler ces discours polémiques du chef de l'État dernièrement, mais également sur ces opérations de déguerpissement qui sont en quelque sorte notamment les signaux de ce gouvernement autrement? Moi, je pense qu'il ne faut pas coincer le chef de l'État. Il ne faut pas dire, puisqu'il a dit gouverner autrement, tout ce qui se fera dans la société sera par rapport à ce gouverner autrement. Le déguerpissement a une longue histoire en Guinée. Et dans les pays développés, le déguerpissement est une pratique courante des pouvoirs publics pour mettre en conformité l'espace public, en conformité avec les perspectives de développement, les projets de développement. Mais, encore une fois, là où je ne suis pas d'accord, c'est la préparation du déguerpissement. C'est-à-dire que c'est l'information qu'on doit donner au groupe et aux personnes qu'on doit déplacer. Et les mesures d'accompagnement liées à cela. Si quelqu'un crie, parfois, à la destruction de sa maison, de son habitation, de son lieu d'habitation, c'est qu'il ne sait pas où aller. Justement. Alors, si on se donne le temps d'expliquer et de bien expliquer là où celui ou celle qui est concerné par le déguerpissement devrait aller, je pense que ça ne poserait pas autant de problèmes parce que tout le monde connaît l'état dans lequel la situation dans laquelle nous vivons à Conakry aujourd'hui. Conakry n'a pas une bonne image. Alors, de ce point de vue, d'accord sur la nécessité, sauf que l'État a manqué de manière. Je suis en parfaite harmonie avec cette préoccupation. Je pense qu'il faut beaucoup de pédagogie. Il n'est pas tard. Il faut informer suffisamment. Il faut communiquer suffisamment. Il faut montrer des films. Il faut faire des séminaires. Il faut voir les chefs de quartier pour expliquer aux chefs de famille de quoi il s'agit et quelle est l'image et la photographie que nous voulons présenter de notre pays, de notre capitale, dans les mois, les années à venir. Alors, il y a également un autre aspect de ces prémices, si on peut appeler comme ça, notamment de ce gouvernement autrement, c'est un peu la fermeture prolongée de nos frontières avec un certain nombre de pays de la sous-région. On a vu c'était avec la Sierra Leone notamment et d'autres pays, mais finalement, une entente s'est trouvée avec la Sierra Leone et reste aujourd'hui le Sénégal et la Guinée-Bissau. Et pourtant, on a une idée de la Guinée qui était un pays panafricaniste, ouvert notamment à tous les autres pays de la région. Aujourd'hui, cette fermeture prolongée des frontières renvoie à beaucoup d'interprétations. L'État y évoque la question de la sécurité nationale, mais on sait sur le terrain, il y a une sorte d'interdépendance entre les deux pays. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'État devrait faire dans ce sens? Parce que vous avez été ministre de la Sécurité, si je ne me trompe, dans l'OTAN. Qu'est-ce que l'État devrait faire en termes de dispositions adéquates à prendre pour apaiser et répondre à la fois la question sécuritaire, mais en même temps soulager la vie de ces populations aujourd'hui qui dépendent de ces frontières? C'est-à-dire, vous venez de décrire le rôle de l'État. C'est cela le rôle de l'État. L'État est un régulateur. Premièrement, il faut détacher des questions circonstancielles. C'est-à-dire que
le déguerpissement, la fermeture des frontières, au concept de gouverner autrement. Justement. Ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que le gouverner autrement, c'est d'amener... mais non, nous ne devons pas croire. Justement, gouverner autrement, c'est se comporter autrement. Gouverner autrement n'a de sens et de valeur que si le Guinéen accepte de se comporter autrement. Se comporter autrement, c'est voir les choses autrement et réagir autrement. Lorsqu'on ferme les frontières, il me semble que c'est pour des raisons de sécurité évidentes. L'État n'a aucun plaisir, me semble-t-il, à fermer les frontières terrestres, étant donné, premièrement, que nos frontières sont poreuses, c'est-à-dire que les habitants des deux côtés des frontières se côtoient, se pratiquent depuis des siècles, les coutumes et les mœurs sont les mêmes, les habitudes et les traditions sont partagées, nous n'avons aucun intérêt, aucun plaisir à fermer les frontières s'il n'y a pas de raison de sécurité avérée. Ceci dit, la préoccupation que vous signalez est une préoccupation réelle. Il serait important que le gouvernement de la République se penche sur la situation liée à la vie, à la consommation des populations. Donc, sécurité et stabilité. Lorsqu'on parle de sécurité, on est dans le concept, c'est-à-dire que, et en termes de sécurité et en termes de consommation, on est en train de parler de la sécurité humaine. Le concept de sécurité humaine... Le tout revient à la protection des citoyens. Inclut les conditions de vie des citoyens et la sécurité du territoire. Moi, je pense que le gouvernement devra prendre en considération les deux aspects de la question. Je ne doute pas que la volonté de régler cette question le plus vite que possible ne soit pas partagée par le gouvernement de la République. Eh bien, vous l'avez compris, hein, c'est notre invité du jour, l'honorable Sékou Gourissi Condé. Je rappelle qu'il est le président du parti Alliance pour le Renouveau National ARENA et président de la commission éducation au sein notamment de la 9e législature guinéenne. Et on va marquer la courte pause dans cette émission pour revenir dans la deuxième partie pour parler désormais de la question politique, notamment avec le cas de ces détentions des cadres de l'opposition à la maison centrale, mais également de cette rencontre éventuelle entre ces avocats et le Premier ministre, et pourquoi pas du cas de notre confrère, hein, si on peut appeler comme ça, Amadou Djoulé Diallo, qui est détenu également à la maison centrale. Mais tous ces angles seront abordés dans cette émission juste après cette courte pause et on revient après. De retour dans cette émission Starcom pour la deuxième partie de l'émission. Il faut rappeler tout simplement ici, notre mission, c'est vous aider à mieux comprendre les dessous de l'actualité. Ceci pour vous permettre de prendre position en toute responsabilité. Et on le fait avec des acteurs, pas des moindres, de l'actualité sociopolitique de la Guinée. Aujourd'hui encore, nous sommes avec l'une des grosses calibres de cette actualité sociopolitique de la Guinée. Il n'est autre que honorable Sékou Gourissi Condé. Alors, Monsieur le Président, on va aborder notamment l'aspect politique de cette émission. Il faut dire quand même que après l'élection présidentielle en Guinée, il y a eu assez de soubresauts dans le pays qui s'est soldé notamment par des déclarations politiques. Un camp s'est déclaré vainqueur, l'autre a été déclaré par des institutions. Et ça en est suivi des arrestations, notamment des cadres de l'opposition et certains militants du FNDC. Alors aujourd'hui, il y a quand même cette information. Les avocats de ces détenus politiques semblent être empêchés par l'État guinéen de les rencontrer. D'abord, quel est votre regard sur cette détention, si on peut dire ça, prolongée de ces cadres de l'opposition et quel effet sur notamment la décrispation politique en Guinée? Évidemment, il faut souhaiter que ces personnalités et d'autres, il y a assez d'anonymes. La privation de liberté est une situation que personne ne souhaite à son prochain, a priori. Il n'y a pas que ces personnalités. Il y a des anonymes. Il y a d'autres et d'autres. Beaucoup d'anonymes. Parce que le système pénitentiaire guinéen doit pouvoir parler. C'est-à-dire que le régime pénitentiaire doit tenir compte de la population carcérale, la population pénitentiaire, les conditions de vie, les conditions d'installation et les autres, sociologiquement, doivent s'intéresser à leur réintégration. Et il appartient à la justice pénale d'évaluer
des situations au cas par cas, je crois que c'est sa vocation, pour que les détentions puissent, ne puissent pas se prolonger et que l'on puisse aboutir à la libération ou à la relaxe pure et simple lorsqu'on est en correctionnel. Mais ceci dit, la situation devant laquelle nous nous trouvons aujourd'hui est très complexe. Elle est complexe parce que nous voulons la paix, nous voulons l'apaisement. Nous voulons l'apaisement pour avoir la paix. Et ce pays ne peut pas se priver, ne peut pas faire l'économie des efforts et des sacrifices à faire pour retrouver une vie normale, une vie équilibrée. Nous n'accepterons pas que les chances que la nature nous a données, sans aucun effort, c'est-à-dire 3, 4 régions naturelles, avec des cultures naturelles, des ressources naturelles différentes et complémentaires. Des populations qui se complètent depuis des siècles et des siècles, et aujourd'hui qui se retrouvent dans l'incapacité de travailler correctement ensemble. Je dis bien correctement ensemble. Justement. Parce que lorsque vous quittez les centres urbains et vous allez dans les villages, comme moi je le fais souvent, mais vous n'avez aucun problème. Donc le problème, c'est dans nos esprits et dans nos comportements. Le gouverner autrement doit commencer par les cadres à tous les niveaux. Donc, premièrement, je souhaite vivement que ceux qui sont en privation de liberté puissent recouvrir leur liberté. Recouvrir leur liberté, premièrement. Mais deuxièmement, je pense à autre chose. Je pense aux victimes. Je pense que... Ce sont les grands absents. Je pense que dans le débat guinéen... Sincèrement, c'est les oubliés. On oublie les conséquences... Plus de 200 et quelques morts. Alors, non seulement plus de 200 et quelques morts, mais aussi des maisons saccagées, des ponts détruits, et des carrefours brisés, des biens publics vandalisés. Il faudrait, et je rappelle souvent, ça c'est le domaine de la victimologie, que la justice pénale n'intègre pas souvent, et que le gouvernement même a l'obligation morale de présenter, pour que les gens comprennent que les acteurs politiques ont une haute responsabilité que la responsabilité électorale. Ils ont une responsabilité morale. C'est-à-dire que ce que vous dites peut entraîner beaucoup de choses. Et ce beaucoup de choses en Guinée nous a amené à détruire les chemins de fer, à égorger l'être humain, à barrer les routes, à tirer, à arracher des poteaux, à bout portant sur des vies humaines, des adolescents, et pendant des mois et des mois sans que personne ne nous dise voilà le coupable. Mais la victime, qu'est-ce qu'on en fait? Donc, alors aujourd'hui, il y a cette question qui revient. Parce qu'on ne peut pas comprendre que ce pays qui s'est battu depuis l'indépendance, et on a vu en 2006-2007, avec notamment tout ce qui s'est passé en Guinée comme révolution, si on peut l'appeler comme, parce que la Guinée a inspiré presque la plupart des pays de la sous-région en pleine de révolution. On a vu également le massacre. Tout ça, il y avait un combat qui était là pour espérer notamment l'ancrage de l'état de droit en Guinée, mais malgré tout cela, on est toujours au même niveau, ça patine. C'est le nouveau, qu'est-ce qu'explique notamment, et c'est pas ce pas de caméléon à chaque fois qu'on fait 1000 pas en avant, mais on se retrouve également à la queue de peloton en ce qui concerne notamment les droits de l'homme. Qu'est-ce qui explique cela en Guinée? C'est-à-dire que, revenons à la réalité sociale et définissons notre objectif. Notre objectif, c'est de vivre ensemble. Notre objectif, c'est d'éduquer les enfants, c'est de former les jeunes et leur garantir des emplois et pour le bonheur de toutes les familles. Pour atteindre cet objectif, il est important que les acteurs politiques et les acteurs de la société civile s'accordent sur la recherche des solutions de paix, sur la recherche du consensus, en tenant compte de l'adversité, des positions adversaires, qui est fondamentale dans le débat démocratique, c'est-à-dire la divergence et la diversité d'opinion. De la contradictionnelle développement. Du débat contradictoire. Mais que ce débat contradictoire ne soit pas consommé ou ne soit pas défini par ethnie ou en termes ethniques. Ne soit pas défini par religion ou de façon religieuse. Donc notre travail à nous, et le gouvernement, enfin je veux dire à l'État, et le travail qui revient à l'État et à nous-mêmes, c'est de faire en sorte qu'on puisse dépolitiser le comportement pénal. C'est-à-dire que la responsabilité pénale, elle est individuelle. Elle n'est ni parti politique, ni ethnique. Celui qui commet un crime est responsable de ce qu'il a fait. Donc,
vous avez parlé de la durée des détenus, je suis d'accord avec vous. Mais je suis pressé que le juge puisse étaler les faits pour dire telle personne, voilà ce qu'on lui reproche. À telle autre personne, voilà ce qu'on lui reproche. Et qu'on ne garde pas longtemps et indéfiniment sans explication. D'ailleurs, il y a des cas de décès enregistrés notamment. Premièrement. Déplorés. Il y a des gens qui sont décédés. Deuxièmement, que l'on puisse comprendre finalement, parce que la Guinée n'avait jamais atteint ce degré de violence. La courbe de violence en Guinée n'avait jamais atteint ce niveau. Et en termes de violence verbale, en termes de violence psychologique, en termes de violence physique, et en termes de violence tout court, la Guinée a battu tous les records par rapport à elle-même. Il faut montrer ces conséquences-là. Il faut que les victimes, les familles victimes, les endroits concernés puissent s'exprimer pour que l'on sache que prochainement, ce que le Guinéen doit éviter, c'est la violence. Qu'on ne se perde pas en disant, mais il y a eu tel mort dans tel quartier, mais et dans tel quartier, puisqu'on n'a rien dit, donc ça aussi c'est justifié. La violence n'est jamais justifiée. Donc aujourd'hui, la balle est dans notre camp. J'invite le président de la République à renforcer cette idée d'appel à la paix et à la main tendue, à la main ouverte. J'invite en même temps la cellule d'Alain Diallo à prendre la parole pour tourner cette page et nous permettre d'avancer dans l'autre sens. Ce qui va difficile. Qu'ils le disent, c'est certainement difficile, mais c'est historiquement responsable. Il y a cette question, quand même tout le reste sera clarifié, tout le reste sera évalué. Le temps, c'est une justice. Oui. Les faits, c'est la justice. Aujourd'hui, tant qu'on est dans un climat de tension, et, ma foi, prise de position, on n'est pas capable de se dépasser. Et il faut le dépassement. Il faut que l'on puisse dire, tel a été coupable de ceci et cela, et puisque nous ne sommes pas tous responsables de ceci, est-ce qu'il y a des circonstances atténuantes? Est-ce qu'il y a des demandes de grâce? Est-ce qu'il y a des démarches de facilitation et d'apaisement, de médiation? Oui, il y en a. Nous prions le gouvernement de la République, l'État, ou telle société ou telle famille à bien vouloir pardonner, et en réparation, voilà ce que nous allons faire pour réparer les dommages commis ici et là et que la vie normale continue en Guinée. En tout cas, parlant de cette décrispation politique, aujourd'hui, si on fait le parallèle entre la Guinée et la Côte d'Ivoire, qui ont presque suivi le même cheminement en termes notamment d'ascension politique, il y a eu un mandat de plus pour Ouattara, un mandat de plus également pour Alpha Condé, mais en Côte d'Ivoire, on a vu que le président Ouattara est dans le sens notamment d'une certaine renforcement de tissu social ivoirien et même de l'apaisement politique, parce qu'il a tendu la main à l'opposition. D'ailleurs, l'opposition ivoirienne était plus dure parce qu'on est parti jusqu'à la formation, à l'annonce notamment de la transition en Côte d'Ivoire, ce qui n'était pas le cas en Guinée. Aujourd'hui, on parle le retour de Laurent Gbagbo. Également, au dernier législatif qui s'est déroulé samedi dernier, l'opposition a participé. Alors, selon vous, pourquoi en Guinée, on n'arrive pas à s'inspirer de cet exemple ivoirien, et pourquoi ça coince en Guinée? Parce qu'on a l'impression que, c'est Alpha Condé, Ouattara le dit, hein, notamment c'est son professeur politique, mais on a l'impression que l'élève gagne du terrain sur le professeur. Aujourd'hui, pourquoi la Guinée, on est toujours au statu quo à chaque élection qui passe? C'est les mêmes problèmes qu'on retrouve sur le terrain et on fait face toujours à la même prise de position controverse et qui fait qu'aujourd'hui le pays est dans la tourmente. C'est une bonne question. Mais en aucun cas et pour aucune raison, je ne m'inspirerai pas de la Côte d'Ivoire. Ça ne veut pas dire que la Côte d'Ivoire est un autre territoire, est une autre société. Moi, je suis panafricain. Je considère que les populations africaines, et spécifiquement les populations ouest-africaines, et encore les populations qui partagent les réalités frontalières avec la Guinée, sont nos sociétés. C'est une même famille. Ceci dit, chaque conflit est unique. On ne peut pas confondre les acheminements, on ne peut pas confondre l'évolution des conflits pour confondre les résultats auxquels ils parviennent. Premièrement, c'est toute l'Afrique de l'Ouest qui est dans la conflictualité, dans un cycle de menaces, donc une croissance démographique, un niveau de vie qui est très bas, donc le chômage, ensuite un rajeunissement de la population ouest-africaine qui
qui ne rime pas avec le chômage des jeunes, avec le manque d'emploi des jeunes. Ça, c'est une première préoccupation. La deuxième préoccupation, c'est que l'action politique et les initiatives administratives portent des germes de conflit. Soit parce qu'il y a de la corruption, ou il y a une récupération politique ou ethnique. Alors, lorsqu'on est confronté à ce genre de situation, ce ne sont pas des résultats immédiats et à court terme qu'il faut et qu'il faille prendre en considération seulement, immédiatement, mais il faut voir l'effet que cela va faire. Combien de temps cela va durer? La Côte d'Ivoire a une histoire politique distincte de l'histoire politique de la Guinée. Ouattara, le président Ouattara et le président Bédié ont été tous les deux proches collaborateurs du président Félix Houphouët-Boigny, ce qui n'est pas le cas de la Guinée. Et la Côte d'Ivoire sort d'une guerre et d'une longue guerre meurtrière, ce qui n'est pas heureusement l'exemple de la Guinée. Et dans le contexte guinéen, je regrette une chose, c'est le positionnement politique en Guinée est ethnique. Il faut déconstruire ça. L'alignement politique est ethnique. Comment le faire? Il faut défaire ça. À partir du moment où les partis sont bâtis en fonction de leur région, de leur ethnie, ça va être une question difficile. Il faut aller à l'encontre. Il faut que chacun de nous s'exprime contre ça. Il faut que chacun de nous essaie d'agir contre ça. Et moi, je pense que cela est possible parce que c'est une menace réelle. Ceci dit, la Guinée, heureusement, encore une fois, n'a pas arrêté le chef de file de l'opposition. J'ai compris ça et je respecte cela. Dans les faits, mais sauf qu'il n'est pas libre de ses mouvements. Aujourd'hui, on a vu, il a été empêché de sortir de la Guinée. Sa femme également. Je vais continuer. Et je vais continuer en disant que, premièrement, le chef de file de l'opposition n'est pas en prison. Deuxièmement, il y a un certain nombre de membres de son parti qui sont en privation de liberté. J'attends du juge, j'attends de la justice pénale que des preuves soient données suffisantes, que ces preuves soient suffisantes pour expliquer cette détention. Et j'espère que le jour où la justice se rendra compte que tout cela n'était pas nécessaire, qu'elle n'attendra pas pour libérer purement et simplement. Mais encore une fois, la justice, si elle veut être respectée et rester respectable, elle doit être indépendante et souveraine. Qu'elle nous dise exactement qui a fait quoi et pourquoi on a fait ceci et pourquoi on a fait cela. Chacun de nous travaille dans ce sens, chacun de nous est soucieux de cela. En ce qui nous concerne, nous sommes des facilitateurs de conflits. Nous ne ménagerons aucun effort pour aller vers les uns et les autres et leur dire de toutes les façons, il va falloir tourner la page et aller au vivre ensemble. On a besoin aujourd'hui, plus que jamais, de garanties de la part de la cellule d'Alain Diallo, puisque c'est il s'agit de garanties suffisantes pour permettre, à l'autre côté aussi, d'avoir des certitudes qui nous permettront ensemble d'aller à la phase supérieure, c'est-à-dire se parler normalement. Je connais les blessures, j'imagine les frustrations, je sais les déceptions que cela a coûté, bien sûr, de part et d'autre, surtout de la part de l'UFDG et de ses membres certainement, et d'autres comme le président Sidia. Mais j'en appelle à la raison historique, j'en appelle au rassemblement, j'en appelle à la responsabilité devant nos enfants et nos petits-enfants. Nous avons besoin de dialogue. Alors, parlons à présent de vous, hein, parce qu'il faut rappeler que vous étiez parmi les leaders, notamment politiques en Guinée, qui ont accepté notamment de participer au double scrutin référendaire, notamment législatif du 22 mars dernier, et qui a conduit notamment à l'installation de la 9e législature guinéenne, notamment en tant qu'institution. Alors aujourd'hui, il y a eu quand même beaucoup d'eau qui a coulé sous le pont, à travers notamment ceux qui ont accepté de participer à cette élection, à ce double scrutin. Aujourd'hui, après quelques mois passés à l'Assemblée nationale, qu'est-ce qu'on pourrait savoir notamment des acquis de cette Assemblée nationale? Et du côté du gouvernement et du côté du Parlement,
il faut éviter la précipitation. Alors, on me fait signe que nous arrivons notamment à la pause de la deuxième partie, mais il faut rappeler qu'on reviendra sur cette question notamment de l'Assemblée nationale qui est aussi importante, mais aussi nous parlerons de la mission du nouveau chef de file de l'opposition, Elhadji Mamadou Sylla, qui entend s'opposer autrement, comme Alpha Condé veut gouverner autrement en Guinée. Mais on verra également de l'ensemble notamment de ces processus qu'il faut adopter dans le cadre de l'accalmie et de la décrispation politique en Guinée, mais ce sera juste après cette courte pause. Merci de nous garder votre fidélité dans cette émission et sur la télé du 21e siècle. On ouvre désormais la troisième partie de cette émission Starcom avec notre invité qui n'est nul autre qu'aujourd'hui l'honorable Sékou Gouressi Condé, président du parti Alliance pour le Renouveau National, ARENA, mais également président de la commission éducation de la 9e législature guinéenne. Alors, on parlait notamment de ce Parlement sorti de ce double scrutin qui a quand même suscité assez de réactions. Il vous a fallu assez de courage pour participer à ces élections du 22 mars. Alors aujourd'hui, quel est le bilan qu'on peut faire notamment de l'existence de ce Parlement guinéen, issu notamment de ce double scrutin du 22 mars dernier? D'abord, je vais commencer par un constat personnel. Et je vais vous dire que c'est le meilleur Parlement. Docteur. Oui, j'ai été secrétaire général. Honorable. J'ai été secrétaire général. Oui, d'accord. Je pense que... Non, mais honorable, écoutez, c'est quand même, c'est trop dit. Alors, vous me laissez... Le meilleur Parlement guinéen. Ah oui, je pense que la République a commencé avec Elhadji Seifullah Diallo, paix à son âme, brave et héroïque, personnage et personnalité de l'histoire de la République, mais les préoccupations étaient basées sur la mise en place de l'État et de la démocratie guinéenne. Les préoccupations ne sont pas les mêmes. Quelles sont les préoccupations de la 9e législature? Les préoccupations, premièrement, il s'agit de combler le vide laissé par l'opposition extra-parlementaire qui aurait dû participer à ces élections pour continuer à jouer le rôle qui est le sien. Puisque cela n'est pas le cas, l'actuelle législature prend en compte et en considération et les opinions et les préoccupations de ceux qui sont extra-parlementaires et les opinions et les préoccupations des populations actives et son droit d'interpeller le gouvernement, d'examiner les questions et de faire en sorte que la justice parlementaire, la dynamique parlementaire puisse être observée et strictement, méticuleusement observée. Et nous n'avons pas encore 100 jours d'existence, me semble-t-il. Et le gouvernement non plus n'a pas encore 100 jours. Il est trop tôt pour faire un bilan. Nous avons 5 années devant nous. Mais je vous défie encore une fois, je dis, ça sera le meilleur Parlement. Si vous voulez que j'adoucisse un peu, je dirais donc l'un des meilleurs parlements de l'histoire parlementaire de la République. Moi, je n'arrive pas à comprendre notamment cette affirmation, parce que si vous dites l'un des meilleurs, je pourrais vous le concéder, mais aujourd'hui, quand on regarde l'équilibre qui existe au sein de ce Parlement, il n'y a pas match. On a quand même une sorte de caisse de résonance, parce que vous êtes minoritaire, plus que même minoritaire, en quelque sorte, notamment réduit au silence, si on peut le dire comme ça. C'est ça qui est... Ah oui, mais c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que, vu du dehors, on a l'impression, c'était mon sentiment, c'était mon inquiétude, c'était ma préoccupation. Comment faire en sorte que l'absence de l'extrême opposition soit comblée par une opposition extrêmement positive. C'est-à-dire que les questions qui pouvaient être posées à haute voix, avec beaucoup de virulence, soient posées quand même, mais de façon à ce qu'on puisse se comprendre et à ce qu'on puisse se dire, voilà l'objectif que nous voulons atteindre. Et de ce point de vue, je ne reproche rien ni au président actuel de l'Assemblée, ni au bureau actuel de l'Assemblée, ni aux commissions. Et je vous invite à assister à nos sessions plénières. J'y participe. Alors, et vous voyez la nature des débats, la qualité des questions, les difficultés entre guillemets, auxquelles les membres du gouvernement sont amenés à se préparer. Et c'est le lieu de saluer
des membres du gouvernement. J'ai remarqué, par exemple, la personnalité du ministre du Budget, qui, pendant toute la session budgétaire, est resté constamment à la disposition des commissions, de l'intercommission, des plénières, et en retour des commissions. Il accompagnait notre ministre. Alors, quand on vous dévoile l'importance de ce mécanisme de suivi, d'établissement et de suivi du travail gouvernemental avec le travail parlementaire, il y a lieu de s'en féliciter. Pour le moment, on ne dit pas que tout est parfait, on ne dit pas que tout sera inventé par nous, mais je dis que le souci de prendre en compte et en considération les préoccupations des autres est effectif dans cette assemblée. Oui. Et surtout un dernier élément, la 9e législature est à 70% jeune. Ouais. Et c'est impressionnant. Ce sont des jeunes motivés, ambitieux et habités par la volonté d'apprendre. C'est pourquoi il y a souvent des incidents. Quand les ministres arrivent, il y a des incidents. Parce que les jeunes ne veulent pas qu'on dise « vous êtes une caisse de résonance, vous êtes venu pour ceci ou cela ». Alors, on va parler également notamment de ce Parlement, hein, mais sous un autre plan, c'est un peu le chef de file de l'opposition désormais qui fait droit notamment à Mamadou Sylla, parce qu'au regard notamment du nombre de députés qu'il a à l'Assemblée nationale, 4 députés, comparativement à l'ancien chef de file de l'opposition qui avait 37 et quelques députés. Alors aujourd'hui, quand même, il y a cette grosse interrogation autour de votre personnalité, malgré hein, le background et tout le respect qu'on a pour vous. Et vous êtes notamment l'une des grandes absences au sein du cabinet du chef de file de l'opposition guinéenne, hein, Mamadou Sylla. Qu'est-ce qui explique notamment cette absence? Oui, c'est simple. Vous ne voulez pas manger de l'argent parce qu'on estime quand même que c'est du partage du gâteau. Ça rapporte de l'argent? Ah oui, je ne pense pas qu'il en soit ainsi. Oui, mais tout le monde a la soupe. Tout le monde est à la table de la soupe. Le président Mamadou Sylla est un personnage intéressant. Pourquoi vous n'avez pas accepté de participer et finalement est un personnage à saluer. On va parler de lui après, mais je voudrais savoir votre absence, notamment au sein de ce cabinet. Quand même, c'est mon absence, la raison... Parce que vous êtes à l'Assemblée nationale, vous n'êtes pas dans le cabinet, alors que ceux qui ont combattu cette Assemblée nationale sont dans ce cabinet. Alors, vous avez posé la question et sa réponse en même temps. Ouais. Premièrement, tous ceux qui sont dans ce cabinet ont été à un moment ou à un autre opposants. Je n'ai jamais été opposant. Moi, je suis ce que je suis un acteur de paix et de recherche d'apaisement et de solutions aux conflits. Mon tempérament est porté sur la formation, sur l'éducation, pour le bien-être. Je n'ai jamais manifesté parce que j'ai servi l'État. Je ne me suis pas servi, jamais servi. Lorsque nous sommes rentrés à l'Assemblée, il y a 3 groupes qui se sont constitués. Il y a un groupe d'opposants ou d'opposition radicale. Il y a un groupe au centre auquel j'appartiens, le Rassemblement des Républicains, et il y a la mouvance. Donc le cabinet du chef de file de l'opposition ne peut normalement être puisé ou composé que par les membres de cette opposition radicale et de l'autre opposition extrême reconvertie. Donc je n'appartiens ni au premier ni au second. Mais ceci dit, je suis en contact avec le président Mamadou Sylla, qui est un vieil ami avec lequel je partage beaucoup de choses dans la pratique politique et donc, ce qui veut dire, comme Mamadou Sylla, vous aussi, vous vous opposez autrement. Vous n'êtes ni de l'opposition radicale, vous n'êtes ni de la mouvance présidentielle. Mon opposition a été d'interpeller et le gouvernement, et l'opposition, et la société civile sur des questions qui portent atteinte, que je considère dommageables à l'équilibre social et au vivre ensemble. Ce qui veut dire que certains, 25 ans. Certains pourront estimer que vous avez peur d'assumer. Oui, mais justement, j'assume autrement. C'est-à-dire que, moi je dis, on est capable de s'entendre. Je dis, les Guinéens peuvent se comprendre et travailler ensemble. Peuvent vivre dans une société normalisée, sans considérer que c'est l'autre qui est plus fort et c'est l'autre qui est moins fort. Nous sommes tous forts. Et ayant eu la chance d'appartenir à ce beau pays. Nous avons la mer, nous avons la forêt, nous avons les montagnes, du Fouta, mais quel beau paysage nous avons. Nous avons la côte, nous avons la savane, nous avons tout. Nous avons de l'or, du diamant. Qu'est-ce qui nous manque pour nous entendre et vivre
paisiblement. Des acteurs politiques. Ça nous manque des acteurs politiques soucieux de l'avenir de la Guinée. Alors moi, je suis cet acteur politique qui est soucieux de l'avenir social et politique de la Guinée. Et ça, il faut prendre position. Mais c'est une position, ça ne vous suffit pas. Mais c'est ça la vraie position. J'invite les autres à me rejoindre sur cette question-là. Pour dire qu'il n'y a pas lieu de rechercher, c'est-à-dire qu'il y a un sport qui est très développé en Espagne, c'est le torrida, c'est-à-dire que le taureau et le torero. C'est-à-dire qu'il faut absolument qu'un meure. Non, la société ne se développe pas comme ça. Nous avons un président de la République élu. Nous avons un gouvernement de la République installé. Nous avons une société civile. Nous avons les populations. Nous avons les cadres. Il y a l'État. Il faut que le secteur public et privé, ensemble, qu'il y ait ce que j'ai appelé une conscience nationale. C'est-à-dire, qu'est-ce que le Guinéen représente pour l'autre Guinéen. Donc, M. Mamadou Sylla aujourd'hui, la démarche qu'il est en train de mener, je l'ai menée avant lui, je le mènerai avec lui, et pour le reste de ma vie, est-ce que Mamadou Sylla pourra réussir sa mission? Parce que c'est vrai, qu'il souffre d'un débord de consensus, hein, au regard notamment du nombre de députés qu'il a, au regard de ce qu'il a été. Mais il ne doit pas souffrir de consensus aujourd'hui. J'ai été l'un des premiers à interpeller. C'est un set de fil qui ne tient qu'à un fil. J'ai interpellé, j'ai demandé, j'ai démarché, et le FNDC et l'opposition radicale, pour leur dire c'est le moment du dialogue. Il ne faut pas confondre le référendum et le renouvellement de l'Assemblée nationale dont le mandat est arrivé à expiration depuis janvier 2019. L'Alliance pour le renouveau national n'a pas voté pour le référendum. Mais nous avons, et nous l'assumons, mais nous avons voté, nous avons participé aux élections législatives. Est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui à vos détracteurs notamment qui estiment que vous avez profité d'une situation de l'absence des grands partis pour se faire une place au sein notamment de l'hémicycle? Est-ce que je leur en laisse la totale responsabilité de ce qu'ils vont dire, mais j'attends des journalistes, j'attends des observateurs qu'ils disent à l'opposition qu'elle a mal fait de ne pas participer aux élections législatives. Il faut avoir le courage de le dire. Alors, lorsque vous laissez un vide et que ce vide soit occupé ou récupéré par d'autres personnes, donc comblé, je vous remercie et je vous prête le terme, vous ne pouvez pas dire après qu'il n'est pas légitime, parce que vous avez refusé la légitimité du moment. Mais qu'à cela ne tienne, on va se retrouver. Il faut qu'on se retrouve. Qu'à cela ne tienne, nous nous connaissons tous individuellement. Il y a quand même des tuyaux. Il y a aussi des tuyaux sur vous. Hein. Il y a aussi des tuyaux sur vous parce que vos détracteurs également estiment, amusent parfois la galerie sur vous. Voilà, vous êtes le leader de l'opposition de la journée, mais la nuit vous vous retrouvez notamment sur le palais copieux de Sékou Touria. Il semblerait même que vous êtes en attente d'une certaine nomination. Moi, j'ai toujours été en attente, comme tout citoyen, en attente d'une certaine mission. Parce que nous avons... C'est que justement, nous avons consacré... Moi, je suis de l'école guinéenne. Moi, je suis de l'école qui a été panafricaine. Nous n'avons pas été éduqués au tribalisme ou à l'ethnocentrisme. Nous n'avons pas été éduqués à la culpabilisation de celui qu'on n'aime pas et à l'invention des choses. Nous nous sommes battus. Moi, j'ai commencé à dénoncer. J'ai commencé à m'exprimer sur les questions de justice sociale, de paix sociale depuis étudiant. Et je n'ai pas renoncé. Je n'ai jamais quitté mon parti pour adhérer à notre parti. Je n'ai jamais quitté mon camp pour adhérer à notre camp. J'invite tout le monde à rejoindre le camp de la paix. Par rapport aux élections présidentielles, mon parti politique a exprimé le désir et la volonté de soutenir la candidature du candidat du RPG Arc-en-Ciel. C'est qui explique le président, je vais finir. Ouais. Le président de la République m'a fait l'honneur de me désigner parmi les membres du présidium de campagne du candidat du RPG Arc-en-Ciel. Avec mon parti... En quelque sorte, vous avez soutenu le troisième mandat. J'ai soutenu le candidat du RPG Arc-en-Ciel. Qui était pourtant candidat à un troisième mandat, docteur. À vous de le dire, et constitutionnellement, la nouvelle constitution a présenté des conditions qui permettent à chaque parti politique de présenter un candidat. Non, constitutionnellement, il n'y avait pas un troisième mandat. Mais sur le plan numérique, il y avait un troisième mandat. Celui d'Alain Diallo a eu la vision et l'inspiration de se présenter à cette élection-là. C'est pourquoi je l'appelle aujourd'hui à
parler, à prendre la parole pour s'adresser aux populations guinéennes, pour qu'ensemble nous puissions tourner la page. Donc aujourd'hui, la question n'est plus de savoir est-ce qu'il y a eu un troisième mandat, un quatrième et cinquième. La question est de savoir comment sauver la situation actuelle, comment détendre la situation actuelle, comment amener l'apaisement. Pour le faire, il faut cesser de s'accuser. Moi, je suis dans la mouvance présidentielle par alliance entre mon parti et le candidat de la mouvance présidentielle. Qu'à cela ne tienne, je ne renonce pas aux revendications qui me sont très chères. Et comme un exemple, l'ARENA a fait toute sa campagne sur la protection des minorités territoriales en période électorale. Et il vous en souviendra que pour la première fois, cette fois-ci, il n'y a pas eu de Peul menacé en Haute-Guinée. Il n'y a pas eu de Malinké menacé en Moyenne-Guinée. Il n'y a pas eu de Soussou menacé en Guinée forestière. C'est passé inaperçu. C'est l'action de l'Alliance pour le renouveau, parmi d'autres. Quelle était la formule utilisée pour... Écoutez, nous sommes présents sur le terrain. Ouais. Nous ne nous privons pas de prendre contact avec les uns et les autres. Moi, je ne me prive pas de rencontrer El Hadji Dalein Diallo ou n'importe quel autre opposant. Et je me fais le plaisir de rencontrer n'importe quelle autorité de la mouvance présidentielle. Parce que finalement, comme a dit un de mes collègues qui, dans l'ironie, il dit, mais tu es finalement devenu une institution à toi seul. Moi, je revendique, je me targue et je salue les Guinéens qui acceptent de me parler de quelque bord qu'ils soient. C'est une époque, c'est une épreuve, c'est un cycle de très longue haleine, mais finalement, lorsque vous ne mentez pas, lorsque vous ne trichez pas, lorsque ce que vous dites est en commun accord avec ce que vous faites, les gens finissent par vous croire. Et c'est cette croyance que je veux partager avec le reste. Bien. Dire, nous pouvons nous accepter, nous ne pouvons que nous accepter si nous voulons survivre. Alors, aujourd'hui, à la place de Mamadou Sylla, hein, en tant que chef de file de l'opposition, voilà, par quelle stratégie adopteriez-vous notamment pour aboutir à cette décrispation en Guinée? Mais la stratégie qu'il développe est la meilleure. On ne peut pas faire mieux. C'est-à-dire que... Sauf que ces déclarations ne rassurent pas. Quand un chef de file de l'opposition dit qu'on est prêt à dialoguer, quand un chef de l'opposition dit que le président Alpha Condé a raison, quand un chef de file de l'opposition dit, comme le président dit qu'il va gouverner autrement, nous allons nous opposer autrement, là ce n'est plus de l'opposition. C'est une sorte de combine hein, à la tête de l'État. Écoutez, alors, moi ce que j'attendais du président Mamadou Sylla, puisque numériquement, c'est-à-dire que du point de vue de l'opposition classique, la cellule est là. Incontournable. C'est le principal opposant. On ne peut pas nier. Bon, écoutez, il a été le deuxième pendant les élections, les dernières élections présidentielles. C'est ça l'indicateur. À laquelle l'actuel chef de l'opposition s'est abstenu de participer. Très bien. Mais ceci dit, si l'on parle des élections législatives auxquelles l'actuel chef de file de l'opposition a participé, au niveau du Parlement, 4 députés. Au niveau du Parlement, 4 députés. Il est majoritaire. 4 députés. Oui. Sur 114. Non, ce n'est pas le nombre. Non, ça compte. Ça compte, docteur, sincèrement. Ça compte. C'est la légitimité ou non? Il souffre aujourd'hui d'une question de légitimité. Mais il est absolument légitime. C'est-à-dire que l'Alliance pour le renouveau national, 49 000 voix, dans notre compte, 51 000 voix, nous n'avons qu'un député. Alors, lorsque lui, il a 4 députés, il n'y a aucune raison qu'on dise celui qui a un seul député puisse se substituer à celui qui a 4 députés. Bien. La faute et la responsabilité incombe à ceux qui ont refusé de participer à ces élections. Et je les invite à revenir parce qu'ils ont leur place et leur importance dans ce processus global de paix et de développement de notre pays. Et vous l'avez compris, hein, c'est tout ce qu'on pouvait dire dans cette émission. Malheureusement, nous arrivons à la fin de cette émission, dans la partie la plus intéressante, mais c'est ça également l'émission Starcom. Alors, docteur, je vous offre 1 minute, vous vous adressiez aux millions de Guinéens qui nous suivent à travers notamment la télé du 21e siècle, votre message de la fin. Moi, je crois à la chance de la Guinée. Moi, je suis un optimiste pour ce pays-là. À condition, bien entendu, que nous soyons conscients qu'aucun Guinéen n'est supérieur à l'autre. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de Guinée si une partie de la Guinée n'est pas associée pleinement à la mise en forme, à la mise en chantier des projets d'avenir pour la société guinéenne. Donc, l'entente, la cohésion, l'acceptation, la tolérance, le pardon sont autant de vertus qu'on nous réclame, mais qui ne sont pas chères, qui ne sont pas difficiles par rapport au bonheur auquel chaque famille et chaque personne aspire dans notre pays.
À nous de choisir. Bien, vous l'avez compris, c'est sur ce message du président de l'ARENA que nous fermons porte-fin de cette émission. Et il ne me reste qu'à vous dire merci, vous, aimables téléspectateurs de l'émission Starcom, de rester également à notre écoute et même de nous préférer. Mais ne quittez pas sur cette télé car le meilleur reste à venir. Et au revoir.